Alors, après 2 ans de conférences en virtuel, je brise la glace avec cette conférence en présentiel. Je suis bien heureuse d'être là. Mon nom est Caroline Durand-Lot, je suis professionnelle de recherche. Je remplace Nadia Rousseau, qui est chercheuse à l'UQTR, avec laquelle je travaille de façon très étroite. Nadia ne pouvait pas être présente en présentiel ce matin. C'est pourquoi c'est moi qui vais être là. Donc, petite mise en contexte, en fait, là, nous, on va vous parler, je dis nous, mais je vais vous parler de la voix des jeunes de 15 à 24 ans qui a vraiment occupé, en fait, les travaux de recherche de Nadia Rousseau depuis les 24 dernières années. Donc, dans la mise en contexte, il faut savoir que Mme Rousseau a travaillé avec des clientèles secondaires, des CFR, des parcours de formation axés sur l'emploi, des CEA, de la formation professionnelle, toujours dans le but d'entendre ce que les jeunes avaient à dire et d'en sortir, en fait, des lignes directrices pour améliorer les pratiques sur le terrain. Et c'est vraiment ce qui transcende, en fait, l'expérience de ces 24 années qui va vous être présentée en condensé ce matin. De mon côté, en fait, avant de prendre le chapeau de chercheuse, j'ai été plusieurs années sur le terrain aussi avec les clientèles plus vulnérables, à la fois comme intervenante, comme directrice de projet. J'ai participé à plusieurs tables professionnelles, tant régionales que pan-canadiennes, et je me spécialise depuis 3 ans sur la recherche sur le bien-être et la réussite des adolescents et des jeunes adultes. Avant d'aller plus loin, je vous présente l'histoire d'Aurélie, qui est une jeune que j'ai rencontrée l'année dernière et qui va mettre la table, en fait, je pense, pour toutes les discussions que l'on aura aujourd'hui. À l'adolescence, j'étais dans les classes qu'on appelait les gros troubles de comportement, qu'on était plus mis à l'écart. J'ai commencé, on m'a mis un diagnostic de dyslexie, dysphasie, dystorthographie en 4e année. Puis j'ai transféré dans la classe d'adaptation scolaire du primaire. Puis là, ils m'ont donné le choix, soit tu doubles, mais ça se pourrait fortement que tu retournes dans cette classe-là. Puis que si tu veux suivre tes amis, ben il faut... Mais direct quand j'ai tombé dans les classes comme ça, les amis qui étaient avec moi depuis le primaire, ça a beaucoup coupé les ponts. Les activités scolaires, souvent, ils vont pas intégrer les classes d'adaptation scolaire à cause qu'ils disent soit on se tient pas, on est mal élevé, on est des retardés. Fait que c'était un peu difficile pour l'estime plus jeune, puis ça a juste continué comme ça au secondaire parce qu'au primaire, j'avais quand même un bon suivi avec les professeurs. Ils encourageaient, mais comment le système scolaire est fait, ils pouvaient rien dire là-dessus, mais genre souvent, exemple, je me rappelle, là, c'était un orthophoniste que je suivais, c'était Micheline. Puis souvent, exemple, j'allais faire, elle me donnait comme des cours un peu plus élevés, puisqu'elle savait que je travaillais fort pour pouvoir avancer plus rapidement, fait que j'ai pu développer des stratégies plus rapidement qu'un adulte n'a pas encore développé. Rendu au secondaire, c'était... je vais m'en rappeler toute ma vie, là. C'est carrément, mets-toi sur le BS parce que tu vas rien faire de ta vie. Genre, je me rappelle depuis... Résumé à nous répéter à chaque fois dans toute la classe, vous êtes une bande d'innocents, vous allez rien faire, vous allez être sur le BS. Tant qu'à ça, aller tout de suite aux adultes, pareil, vous ne ferez rien, faites un DAP parce que vous ne pourriez pas faire plus haut. Quand les remplaçants venaient, souvent la prof nous décrivait comme si on était une merde, fait que elle, souvent, genre, elle agissait comme telle. J'étais pas bien. Non, j'étais pas bien, puis genre, milieu familial aussi, ça allait pas bien. Puis j'essayais de survivre dans tout ça. C'est quand que, exemple, j'ai transféré d'école que ça s'est mieux passé parce que j'ai eu un prof qui était tout le contraire de tout ce que j'ai eu dans tous mes profs. C'était un professeur que, lui, il me donnait toutes les matières pour avancer au plus vite. Puis il savait que j'avais la capacité pour. Puis après, j'ai transféré à Du Rocher. Puis au moins, grâce à ce prof-là,
mon estime a beaucoup plus évolué. Puis je suis reconnaissante de pouvoir avoir eu cette personne-là dans ma vie catastrophique un peu. Comme que j'ai transféré d'école, j'ai pas eu à lâcher. Parce que sinon, j'aurais fait comme tout le monde. J'aurais vendu de la drogue ou autre. Parce que, genre, c'était comme ça. Les classes d'adaptation scolaire, c'était les petits drogués. Les petits drogués qui ne savent pas, qui vont être UBS, puis qui vont rien faire. Puis comme que j'ai transféré d'école, puis j'ai rencontré un prof qui m'a dit « T'es capable, pousse-toi », ben j'ai réussi à atteindre mon secondaire 3 facilement au secondaire. Là. Puis après, j'ai transféré au centre des adultes parce qu'ils ne se donnent pas le secondaire 4 ni le 5. Sinon, j'aurais tout fait au secondaire parce que le prof que j'avais, il me motivait à avancer. Puis que j'ai transféré au centre des adultes à cause de ça, surtout. La patience. Exemple, si je comprenais pas, ils me traitaient pas d'idiote. Ça, on m'a beaucoup traité d'idiote parce que moi, j'ai une manière d'étudier qu'il faut que ça soit visuel, puis au pire, tu vas changer ta méthode parce que ça veut pas dire qu'avec 10 personnes, ça va super bien. Moi, j'ai été appris à, il faut que tu me fasses presque des dessins pour que je puisse comprendre comment ça fonctionne dans ta tête. Faut presque que tu me fasses une danse pour que je fasse « OK, c'est ça que tu veux. » Parce que chaque mot, moi, à cause de ma dyslexie puis ma dysphasie, quand on me parle, il faut que je décortique chaque mot. Fait que ça me prend beaucoup plus de temps que quand je peux juste le voir puis pas avoir à décortiquer « OK, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? » Puis lui, il était comme ça. Genre, exemple, si cette manière-là fonctionnait pas, ben il m'en apprenait un autre. Puis si ça fonctionnait pas, ben c'était pas grave. On continuait jusqu'à temps que je comprenne. Puis c'était ça qui était le fun. Entre les autres profs, que genre je comprenais pas, ben t'as juste à lire dans tes modules. Let's go. T'es capable. Voyons donc, tout le monde est capable. Comment ça, tu comprends pas? C'est ça, t'es idiote. Ça, je trouvais ça difficile. C'est juste, c'est ça que je trouve ça plate quand, exemple, et ils pensent que tu te forces pas, mais en vrai, c'est juste que tu as d'autres manières d'étudier ou d'apprendre. Donc, ce que Aurélie nous a résumé, aussi triste que parfois certains propos peuvent être, est quand même représentatif des constats de recherche qu'on a fait au fil des années sur l'expérience scolaire au secondaire des adolescents. Et je dirais que c'est cohérent aussi avec certaines observations qui sont faites sur le terrain, autant auprès des jeunes qu'auprès des différents intervenants scolaires, que ce soit dans les milieux scolaires ou dans les milieux communautaires que moi j'ai pu fréquenter au cours des années. Donc, premier constat qui provient davantage des élèves, comme je disais, au secondaire, c'est que l'expérience scolaire est souvent difficile et négative pour les apprenants en difficulté. Et quand on va parler d'apprenants en difficulté, il faut le prendre au sens large parce que oui, il y a les jeunes qui présentent des troubles d'apprentissage, mais il y a aussi toutes les difficultés qu'on peut vivre au niveau personnel, au niveau familial et même au niveau socio-économique, puisque vous n'êtes sûrement pas sans savoir que les jeunes provenant de milieux défavorisés sont plus à risque et vulnérables aux difficultés scolaires. Donc, ce qui ressort des témoignages des jeunes au fil des années, c'est le sentiment d'être traité injustement. Donc, on parle de refus d'utilisation de certaines stratégies par certains enseignants, donc refus de mettre en place des mesures d'adaptation, refus de lire parfois même le plan d'intervention ou même de reconnaître un diagnostic qui a pourtant été établi. Retrait de la classe ordinaire pour la classe d'adaptation scolaire. Aurélie en a fait un peu mention, mais ce changement, en fait, de cheminement-là est souvent vécu de manière très difficile, voire violente par les jeunes qui n'y sont pas adéquatement préparés, qui ne comprennent pas toujours ce qu'implique un cheminement d'adaptation scolaire, tant au niveau des changements dans leur scolarisation que des avenues de diplomation. Et il y a toute la question du fait que dès qu'on tombe dans l'adaptation scolaire, ben, on n'a plus accès aux programmes spécifiques. C'est le cas aussi pour les jeunes qui n'ont pas les notes adéquates pour rentrer dans certaines concentrations. Mais même au niveau parascolaire, il y a des accès qui sont bloqués pour les jeunes qui sont en adaptation scolaire et ça, c'est vécu difficilement.
Il y a toute la question aussi du sentiment d'être jugé, donc d'être jugé, d'être ridiculisé par certains. Certains étant à la fois le personnel scolaire, malheureusement, comme Laurélie en a fait mention, mais aussi beaucoup la distanciation qui se crée entre l'adaptation scolaire et les jeunes du régulier. Il faut savoir que dans certaines écoles, il y a encore les classes d'adaptation scolaire qui sont vraiment à part du milieu de vie. Donc, ça pose toute la question de comment est-ce qu'on intègre les jeunes en difficulté au sein de l'école. Le sentiment des jeunes de ne pas être pris au sérieux, tant au niveau de leurs compétences que de leurs aspirations professionnelles. Et tout ça vient évidemment avec un sentiment de honte, de gêne, de peur. Pourtant, il y a l'histoire personnelle qui peut être à la fois un levier ou un frein à l'apprentissage. Et dans les principaux leviers versus freins d'apprentissage, on remarque le sentiment de compétence ou d'incompétence. Donc, plus l'élève va se sentir compétent, plus l'entourage de l'élève, que ce soit au niveau scolaire, au niveau personnel ou d'autres adultes significatifs, va croire au potentiel de l'élève, va lui démontrer qu'il a les compétences pour réussir, bien, plus l'élève va être en voie de réussite, bien sûr. Le sentiment d'être apprécié ou d'être jugé va beaucoup changer aussi la façon dont l'élève va se sentir dans son milieu et donc va s'y investir. Le sentiment de contrôlabilité ou d'incontrôlabilité de la tâche. Passer au fait d'un élève qui sent qu'il n'a pas les capacités pour réussir, bien souvent l'élève, il ne se mobilisera même pas par peur d'échouer. Donc plus on va lui montrer où est-ce qu'il a du contrôle, plus on va lui donner le contrôle à l'élève, plus il va être en voie de réussite aussi. Et évidemment, bien, plus la tâche est significative, bien, plus l'élève va s'y investir. Ce qu'on constate, bien sûr, c'est que malgré ça, il y a des jeunes qui choisissent de poursuivre et souvent, l'expérience scolaire va devenir plus positive lorsque le jeune va quitter le milieu scolaire secondaire pour un des milieux alternatifs. Et il faut garder en tête qu'un jeune qui fait ça, malgré les embûches, qui continue, bien, c'est un jeune qui est persévérant et d'entrée de jeu, on devrait l'accueillir avec cette idée-là qu'il est persévérant et qu'il mérite donc d'être félicité un peu pour ça. Pourquoi on change de milieu? Bien, il y a l'obtention d'un diplôme qui demeure un objectif, même pour des jeunes qui sont très éloignés de l'obtention du DES, c'est quelque chose auquel plusieurs aspirent. Et il y a évidemment l'objectif de réussir des cours préalables pour entrer dans certaines formations, souvent des formations aux professionnels. Les jeunes souhaitent aussi avoir des meilleures conditions de travail et ça, on le voit particulièrement pour les jeunes qui ont eu accès au marché du travail, soit à l'intérieur de stages, dans des formations professionnelles axées sur l'emploi ou dans leur expérience personnelle. Les jeunes nous disent qu'ils veulent un emploi convenable, qu'ils veulent des conditions de travail qui soient intéressantes, tant au niveau du salaire que des horaires, mais aussi qu'ils veulent être valorisés au sein de leur travail. Et il y a toute la question du choix. Souvent, quitter le milieu secondaire pour une alternative de formation, c'est un des premiers choix que l'élève peut faire quant à sa scolarité. Et cette idée-là de pouvoir se prendre en main ou d'accéder à une deuxième chance est vraiment importante pour l'élève. Donc, on parle maintenant des leviers qui sont nécessaires à l'engagement et au développement personnel, toujours selon la voie des jeunes. Donc, ce que les jeunes nous disent, en fait, peu importe le contexte qu'ils ressentent, pourquoi est-ce que le contexte secondaire difficile devient soudainement plus positif quand on change, en fait, de voie de formation, ce n'est pas nécessairement dû au contexte, mais bien à la qualité du soutien qui est reçu. Donc, on nous dit qu'être soutenu, bien, ça donne du courage, ça donne de la persévérance. Le fait de reconnaître les efforts du jeune, de reconnaître aussi ses compétences, pas nécessairement toujours scolaires, mais les compétences que le jeune peut avoir en dehors de la sphère scolaire. Aider le jeune à mieux se connaître, à connaître justement ses forces, à connaître les endroits où, oui, il y a des défis, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour relever ces défis-là, c'est très important. Sentir que je peux réussir, qu'on croit en moi, encore une fois, on ne dira jamais assez, c'est vraiment au cœur de la réussite de l'élève. Et soutenir le développement personnel et non seulement scolaire de l'élève, c'est aussi très important. Le bien-être et la réussite scolaire sont intimement liés. Je termine, avant de donner le mot de la fin à Aurélie, je termine en vous présentant certaines pistes de soutien à l'engagement scolaire qui ont été récoltées auprès de jeunes en difficulté, mais aussi auprès de jeunes sans difficulté apparente, en lien avec les 2 dernières années qu'on a vécues, en lien avec la pandémie. Ce n'est pas nécessairement des nouveaux besoins. Par contre, les besoins qui étaient là ont été peut-être exacerbés là, avec la pandémie. Les jeunes insistent sur l'importance de la relation enseignant-élève.
Donc, de maintenir la communication avec les élèves indépendamment de sa situation scolaire. Parce qu'un jeune peut être bien en apparence à l'école parce qu'il réussit bien, mais il peut avoir d'autres besoins auxquels on doit faire attention. L'importance d'accéder facilement à des services de soutien, et ce, même sans diagnostic ou plan d'intervention. Et les jeunes proposent un guichet unique d'accès aux services parce que souvent, ils sont bien mélangés dans tout ce qui est offert dans leur milieu scolaire. L'importance de soutenir les jeunes dans l'apprentissage de l'autonomie, ça aussi la recherche le pointe et les jeunes eux-mêmes le disent que c'est important. On propose des stratégies d'organisation, apprendre des stratégies d'études, stratégies de gestion de temps, stratégies de communication. Et là-dedans, j'ajouterais les stratégies de gestion de stress aussi. C'est quelque chose qui a explosé avec la pandémie et qui est vraiment aussi nécessaire là, et nommé par plusieurs adolescents et jeunes adultes. Maintenant, qu'est-ce qui motive les jeunes? Bien, toutes les relations. La relation est vraiment centrale, autant les relations en classe que hors classe. On veut du travail d'équipe, on veut des projets, on veut aider les élèves à participer à la prise de décision, à la résolution de problèmes. Les jeunes nous disent aussi qu'ils veulent faire des liens entre le curriculum et les enjeux de société et des liens entre le curriculum et la vie à l'extérieur de l'école. Donc, au-delà de savoir, oui, mais à quoi ça va me servir, ça, comme on l'entend souvent, il y a toute cette question de citoyenneté, de s'impliquer en dehors des murs de l'école. On parle de faire des débats, d'arrimer les apprentissages aux enjeux comme l'environnement, les changements climatiques qui touchent beaucoup les jeunes et des courants de société, des enjeux comme par exemple, les jeunes nous nommaient le Black Lives Matter, la lutte à la pauvreté, entre autres. Et toutes les occasions qu'offre le milieu scolaire pour se dépasser et avoir du plaisir. Donc cet accès dont on parlait tout à l'heure au projet parascolaire, le fait de créer un sentiment d'appartenance à l'école, on parle d'un environnement scolaire qui soit agréable, qui offre des activités au choix, des activités dans l'école et dans les pauses qui soient bien sûr accessibles à tous. Donc je reviens à Aurélie pour lui donner le mot de la fin de cette présentation. Je dirais de ne pas se mouler aux autres personnes, aux autres profs, de genre d'être ouvert d'esprit, d'être coloré, d'être actif, de montrer la joie de vivre, puis d'être à l'écoute, je dirais. D'être à l'écoute, puis de pas juger, de genre faire, OK, cette personne-là, elle a du potentiel, puis de lui dire. Parce que souvent, je sais pas pourquoi, mais les profs le disent pas. Parce qu'ils se disent, genre, que elle n'en a pas besoin. Mais elle en a besoin de se faire, genre, complimenter, puis de montrer qu'elle peut faire de quoi de sa vie. Souvent, ils sont différents, ou sont extraordinaires aussi, ils sont bien. C'est pas juste des mauvaises personnes. Donc, on résume, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour la réussite de nos jeunes? Bien, peu importe ce qu'on va mettre en place, ça reste que c'est nous, les adultes qui sont autour d'eux, la façon dont on croit en eux, qu'on rentre en contact avec eux et qu'on les supporte qui va faire une différence dans leur cheminement. Donc, je vous invite à garder ça en tête là, pour cette journée de rencontre. Donc, merci. J'affiche quand même mes références avant de vous répondre. Ben oui, en fait, pourquoi la relation éducative arrive plus vers la fin, c'est qu'au départ, on a vraiment fait ressortir ce que les jeunes nous disent, qu'est-ce qu'ils mettent le plus en lumière dans leur discours. Alors, c'est ressorti, mais pas dans les points principaux. Par contre, quand on creuse, quand on discute avec les jeunes, ça, pourquoi ça arrive à la fin, c'est qu'on se rend compte que finalement, tout ce qu'ils nous disent, même s'ils ne le nomment pas
mot pour mot, la relation avec mon enseignant est importante, ben c'est la relation qui est au cœur de ça. C'est vraiment l'accompagnement qu'ils vont chercher, d'avoir quelqu'un qui croit en nous. Ben, bref, tout ce que vous avez dit, c'est la raison pour laquelle on a mis plus à la fin comme une piste de solution en fait pour engager les jeunes. Il existe des recherches. Dans les travaux de Nadia Rousseau, elle ne s'est pas penchée uniquement là-dessus. Par contre, il y a entre autres Gaëlle Espinosa qui parle de l'émotion dans la relation, comment c'est important l'émotion à l'école et toute la question d'émotivité dans la relation avec l'enseignant et l'élève. Donc, ça peut être une piste intéressante à explorer. En fait, pourquoi est-ce que c'est pas là nécessairement dans les travaux de recherche clairement nommés de Nadia Rousseau? Madame Rousseau se positionne vraiment dans une posture d'inclusion scolaire où pour être inclusif, en fait, c'est le milieu qui doit s'adapter à tous les jeunes et elle s'éloigne un peu de l'approche diagnostique pour vraiment être dans une inclusion complète. Maintenant, tout ce que vous dites a vraiment du sens dans le sens où on ne peut pas juste prendre l'élève en l'enlevant de son contexte. On a besoin de comprendre d'où il vient, on a besoin de comprendre ce qui englobe cet élève-là. C'est pour ça qu'on va axer beaucoup sur l'autonomie de l'élève. Le développement de l'autonomie, c'est aussi le développement d'autonomie par rapport à ses forces, par rapport à ses difficultés. Apprendre à l'élève quelle est sa difficulté et quels sont les outils qu'il peut utiliser pour y remédier. C'est super important, puis ça va l'aider à la fois à s'affirmer, à développer son sentiment de contrôlabilité, mais aussi à miser sur ses forces et compétences, parce que je pense que tous les élèves ont des forces, des compétences sur lesquelles miser. Et quand on parlait du choc d'apprendre qu'on s'en va en adaptation scolaire, quand personne nous en a nécessairement parlé avant, ben on est un peu là-dedans aussi, dans le sens que l'élève doit comprendre pourquoi sa difficulté fait en sorte qu'on le change de trajectoire scolaire. Qu'est-ce qu'il peut aller développer dans cette trajectoire scolaire-là? Il faut que la trajectoire devienne positive aussi pour l'élève. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas non plus présentement. Et moi, j'ai vu des élèves, là, je sors un peu de la recherche, qui s'en vont en adaptation scolaire du jour au lendemain. Oui, mais moi, dans la vie, je voulais être médecin, puis je voulais être avocat. Puis là, soudainement, on me dit que je ne pourrais même pas avoir mon DES. C'est un deuil immense et l'élève doit être accompagné adéquatement là-dedans aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à vos réflexions, mais...